sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque mercredi pour Web Presse. Mais nous allons commencer d'abord cette émission par une note triste. Comme vous le savez, il y a une plume qui nous a quitté aujourd'hui, la plume d'or. Michel Adilouya s'est éteinte aujourd'hui. En tout cas, toute la corporation est en deuil et nous présentons nos condoléances à la famille d'abord journalistique et à sa famille biologique. En tout cas, nos condoléances à Mirador Télévision, Mirador FM et le Palmarès. Et une autre, comment dire, un autre baobab aussi est tombé, le lion du Katanga. Charles Mwando Simba, toutes nos condoléances, en tout cas à la famille politique, puisque la famille journalistique et la famille politique vont de pair. En tout cas, nos condoléances à la famille Mwando Simba et à la famille politique dont faisait partie Charles Mwando Simba. Et comme c'est la vie, une note joyeuse aussi, nous allons terminer par cette présentation. Bon anniversaire à Étienne Tshisekedi qui fête ses 84 ans aujourd'hui. J'espère en tout cas de tout cœur qu'il sera centenaire parce que c'est vraiment un grand baobab aussi, un monument de la vie nationale. Bon anniversaire à vous, Monsieur Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, je suis avec trois éminents confrères. Je suis avec Israël Moutala de 7 sur 7.cd. Bonjour Israël. Bonjour Madame. Je crois que l'atelier sur les médias en ligne, ça a été parce qu'aujourd'hui, sans vous, vous êtes devenu presque incontournable. Vous nous battez presque en brèche, les médias dits traditionnels aujourd'hui. Non, nous disons plutôt qu'il y a un travail On se complète. de complémentarité. Nous nous inspirons beaucoup de la presse dite traditionnelle, dite classique. C'est une presse qui nous abreuve et sur nos médias, il y a le support de cette presse-là. Mais il y a une évolution. L'information se consomme de plus en plus sur le smartphone et donc c'est une évolution que nous avons perçue et que nous essayons d'accompagner, de promouvoir et de développer. Déjà oui, dire qu'il y a déjà des bruits qui courent, que l'internet sera coupé d'ici là, c'est vrai, est-ce que vous avez eu cette information? Parce que sans internet, les médias en ligne, ça ne sert à rien. Vous avez ouï dire cette information? Bon, jusque-là, c'est une rumeur qui est de plus en plus persistante. Mais bon, dans un pays sérieux, une telle rumeur aurait dû directement être démentie par le ministre qui est en charge des pétés antiques. Et donc voilà, il n'a qu'à tweeter parce qu'il est au courant de cette rumeur. Il n'a qu'à dire voilà. Est-ce qu'il a d'abord un compte Twitter? C'est ça, c'est le problème. Voilà, il peut oui, je crois que Thomas Louaka a un compte Twitter. Je le vois, il est quand même assez actif sur Facebook. Il est très actif sur Facebook. Voilà, et il peut donner l'information et rassurer les Congolais que leur droit parce que le droit à l'internet est maintenant un droit, parmi un droit de l'homme. Parmi le droit de l'homme, le droit à l'accès à l'Internet est garanti. Voilà. Mais il va ajouter tout de suite sous peine, sous réserve de l'ordre public. Voilà. Parce qu'ils ont signé des protocoles assez compliqués. Je crois que John Mungila va te dire le contraire par rapport à la sécurité, par rapport à la vie. Si on doit couper l'Internet, eh bien on le coupe pour garantir la vie. Et je suis avec Joël Cadet d'Impact News. Très heureuse encore de vous retrouver. Mon vice-président, il est membre de Journalistes en Action, vice-président de Journalistes en Action. Très heureuse d'être avec vous. Impact News, ça va? C'est un honneur, vous savez, madame, de me retrouver toujours à vos côtés. En tout cas, qu'est-ce que vous avez titré aujourd'hui? Je ne vous ai pas vu. Non, c'est mardi et vendredi. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y avait à la une d'Impact News cette semaine? Non, ce qu'il y avait à la une, nous avions traité l'affaire au Congo, au Bas-Congo, enfin au Congo central où le gouverneur Mbadou a échappé à une motion de défiance. Et bon, en fait, avoir échappé, c'est avec des méthodes peu orthodoxes. Voilà un peu ce qui a été. Voilà, je vais terminer avec mon estimé table ronde, John Mundila. D'ailleurs, la question est déjà là. On doit couper l'Internet cette fois-ci parce que le 19 décembre, c'est lundi. Pour vous, vous estimerez que, bon, pour la sécurité, normal. Pour la paix, on doit couper. Hein, si Joël Cadet, il ne faut pas prendre ma place. Bon, ça dépendra, il faudra que ça soit motivé. S'il faudrait que l'on prenne une telle décision, il faudra que l'autorité s'explique et le motive. Mais sinon, s'il faut couper l'Internet parce qu'il faudrait craindre qu'il y ait telle ou telle représailles ou dissuader peut-être que vous savez sur Internet il se rencontre beaucoup de choses. Vous avez appris ce qui s'est passé avec le président Sassou. Donc, il est mort virtuellement, voilà. On l'a tué virtuellement. Dans les réseaux sociaux, Sassou Nguesso était déjà assassiné. Alors que l'homme vivait bien, il est dans ce bureau en train de travailler. C'est qu'il faudrait peut-être éviter parce que vous savez, avec la date du 19 décembre, il se raconte des choses dans tous les sens pratiquement. Qu'est-ce qu'il y aura le 19 décembre? Il faut se méfier des réseaux sociaux.
peut-être qu'il ne faut pas encourager qu'on coupe parce que ça ne va rien changer, mais le plus important, c'est de savoir protéger et préserver l'ordre public et la sécurité. Voilà, nous allons commencer par l'issue du dialogue. Israël Moutala, je sais que Jeff Caleb est là-bas pour le compte de 7sur7.cd. Coucou à toi Caleb, bon travail. Issue du dialogue, comment vous présagez ça? Parce que c'est déjà ce vendredi que le dialogue doit normalement se clôturer. Comment vous voyez ça, cette issue de dialogue? De tout cœur, j'espère qu'on va trouver un accord. Mais ça, c'est une espérance qui risque de ne pas se réaliser au vu de la tension qui est encore dans la salle. Ah, c'est tendu dans la salle. Très tendu, très tendu. Donc jusque-là, on n'a pas encore senti le climat de confiance entre surtout d'une part le rassemblement et la majorité au pouvoir. La tension est extrême. Donc, je pense qu'il faut des gestes forts pour décrisper ce climat. Malgré la sagesse des évêques catholiques, malgré les appels du pape, malgré les déclarations du nonce apostolique, on sent qu'il y a une très forte tension dans la salle. Mais pour moi, tout part d'un seul constat. Il faut absolument que le chef de l'État, que le rassemblement, comment dirais-je, responsabilise. Pour le rassemblement, c'est le chef de l'État qui est à l'origine de la crise actuelle. La non-tenue des élections dans le délai constitutionnel. Et donc, au-delà du 20 septembre, il ne veut plus exercer son mandat. Donc le mandat qu'il va exercer au-delà... En fait, c'est ça le nœud du problème, l'après 19 décembre. Ça sera une légitimité consensuelle. Et donc, lui peut garder son fauteuil, mais moyennant des concessions énormes. Donc on veut que Kabila soit dans un schéma où il règne sans gouverner, parce qu'il a gouverné, il n'a pas pu organiser les élections. Et donc cette responsabilité-là doit lui être dépouillée pour remettre à des gens... Comme à l'époque du 1+4. Nous sommes un peu dans ce schéma là-bas. Donc le dépouiller au maximum de ses prérogatives pour permettre à ce qu'il y ait des élections d'ici une année. Voilà un peu le schéma. Alors pour qu'il accepte, il lui faut beaucoup d'humilité. Il a déjà prouvé, il a déjà démontré. Donc, tout à fait. Il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et d'autre part, il faut qu'il tienne compte aussi de la donne intérieure et internationale. Sur le plan intérieur, l'UDPS et le Rassemblement et même le MLC constituent la frange la plus importante de la population. Et sur le plan international, il y a des sanctions qui le mettent dans un état où il risque justement d'adopter une attitude autre que l'humilité. Il va se cabrer, c'est ça le mot d'ailleurs. Il peut se cabrer, il peut s'irriter, se renfermer. Voilà. Pourquoi je dis que je suis vraiment pessimiste, mais je suis pour une solution consensuelle. Joël Cadet, est-ce que le président, vu les pressions extérieures, même internes, hein, on dit il y a même des pressions internes et pressions extérieures, est-ce que le président Kabila peut se cabrer ou sera-t-il l'homme qu'on a toujours connu, c'est lui qui, comme le dit souvent les membres de la majorité présidentielle, c'est lui qui s'est dépouillé en 2001, qui a donné une partie de son pouvoir pour que le pays, en tout cas, ne soit pas divisé à l'époque. On a eu le 1+4, une formule jamais, en tout cas, expérimentée ailleurs de par le monde qu'en République démocratique du Congo. Ça a marché, la RDC est restée une et indivisible. Est-ce que le président de la République peut montrer encore cette attitude d'ouverture pour sauver une fois de plus la République démocratique du Congo? Non, je ne vois pas malheureusement les choses de cette manière-là, madame. Le Kabila de 2001, c'est pas... A-t-il fondamentalement changé? Il a fondamentalement changé. Parce que si le président pouvait ne fût-ce qu'écouter son peuple, dès le 19-20 janvier 2015, je crois que les choses pouvaient évoluer. Parce que, pas même par rapport à ça. Donc le régime s'est engagé dans une sorte de ne pas tenir compte de l'opinion publique. Donc chez nous, on s'en fout. On a parlé de Matata ici, de sa gestion scrableuse. Donc on se fout de tout ce qui peut se dire sur des personnes comme celle-là. Et vous avez vu Kitebi aujourd'hui être récompensé pour diriger une des banques chargées de l'industrialisation de notre pays. Les fonds de promotion de l'industrie. Donc c'est justement pour vous dire que l'opinion, ça ne lui dit plus rien. Vous avez suivi son discours devant le Congrès qui n'avait pas été des bons... Mais les discours et les faits semblent un peu se cogner un peu, permettez l'expression, parce que pendant les discours, il avait dit que la SENCO avait presque échoué, mais c'est lui-même qui est allé demander encore le soutien de la SENCO pour ce deuxième dialogue. Donc on ne doit pas se fier simplement aux discours, mais aux actes. Il a déjà dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez à mes actes.
les actes sont là, la Senco travaille aujourd'hui. Non, il y a deux donnes. Israël l'a dit, il y a la donne internationale, il y a la donne nationale. La donne internationale, c'est le sommet de Luanda, où il lui a pratiquement été imposé de rapprocher, de tendre la main. Ça n'a pas été dit dans les communiqués FIDAL, mais la diplomatie secrète nous l'a révélé. Il lui a été demandé de poursuivre les pourparlers au travers de la Senco avec le rassemblement, compte tenu de la position géostratégique de la République démocratique du Congo. Que ce soit aujourd'hui, la RDC, ce n'est pas un bien. Vous avez vu même en 1885 jusqu'aujourd'hui, la RDC est un pays pivot au monde pour la sécurité et du monde et de l'Afrique. Donc on ne va pas laisser la RDC évoluer comme ça. C'est là qu'on ne sait pas concilier les tendances nationalistes ou extrêmement nationalistes. Donc la RDC, c'est un bien commun qui ne nous appartient même pas, on a l'impression. Presque même pas. Et alors, je ne le vois pas. En tout cas, je ne le vois pas vraiment accéder à ça. Mais alors, pour revenir un peu à la question que vous avez posée... L'issue du dialogue, c'est dans 2 jours. Hein. Non. Et le 19, c'est lundi. Personnellement, je suis dubitatif parce qu'il y a manque de sincérité et il y a manque de l'amour de la patrie dans les uns comme les autres. Comme l'a dit Edem Kodjo, le politique congolais est intelligent, mais il est toxique. Non. On en parlera. Ça, c'est l'idiotie, je ne veux pas entrer dedans. On va peut-être y revenir. Un diplomate ne peut jamais parler comme on en parlera. L'issue du dialogue. L'issue du dialogue, je voudrais dire que je suis dubitatif parce qu'il y a manque de sincérité. Manque de sincérité. Vous voyez que de part et d'autre, les gens se sont réunis sans le vouloir. C'est parce qu'il y a eu trop de pression de l'extérieur. Que ce soit le camp de Kabila ou celui de Tshisekedi, personne ne veut assumer la responsabilité de l'échec, alors que nous allions seulement parler. Mais quand vous voyez le cahier de charge que vous amène le pouvoir, c'est Joseph Kabila qui reste là, et on laisse certaines ouvertures par rapport au référendum, par rapport à d'autres faits pour prolonger le pouvoir. Mais quand vous voyez l'agenda du rassemblement du MLC et consorts, c'est Joseph Kabila qui peut rester au pouvoir, mais totalement dépouillé, ça veut dire une sorte du Conseil national de transition où le pouvoir ne sera plus exercé par lui, mais par quelqu'un d'autre. Et en plus de cela, il faut ajouter l'amour de la patrie qui manque dans le chef des uns et des autres. Et comme il n'aime pas le Congo, il faut voir l'état dans lequel se trouvent les routes aujourd'hui, le prix des denrées de première nécessité ont galopé. Vous allez constater que rien n'est marché sur le plan social, mais parce qu'ils n'ont pas l'amour de la patrie, ils aiment tellement seulement leur pouvoir, voilà qu'ils ne se concentrent que par rapport à ça. John Longila, je sais que vous sillonnez quand même le couloir du centre épiscopal de Kinshasa. Pour vous, l'issue, comment ça se présente? Bon, moi, personnellement, y a-t-il tension? Je n'accorde aucune chance à ces assises. Oh là là, vous êtes catégorique, aucune chance. J'ai eu déjà à le dire depuis le début que les pourparlers qu'il y avait ou la médiation qu'il y avait, que la Senco menait pour rapprocher les rassemblements était une distraction, je l'avais dit. Et Joseph Kabila lui-même, même dans son discours devant le Congrès, il avait constaté le chèque de cette médiation. Ici, il faut qu'on fasse une lecture sincère et honnête parce que l'opinion nous suit. Ce n'est pas Kabila qui a demandé à la Senco de réunir et se déléguer avec le rassemblement. C'est la Senco qui a demandé, qui a proposé à Kabila s'il peut leur donner la crédibilité ou la légitimité d'entamer ces démarches. Donc la démarche qu'il y a aujourd'hui, c'est pour parler entre la Senco et la classe, les signataires de l'accord du 18 octobre dernier. C'est sur demande de la Senco. Pas du président Kabila. C'est pas Kabila. Kabila a juste accordé, mais Kabila n'a pas initié ce qui se passe au centre interdiocésain. C'est déjà ça la première chose. La deuxième chose, c'est pour parler, sont basés sur 2 documents de base. Le premier, c'est l'accord du 18 octobre dernier, qui propose les élections en avril 2018, qui consacre l'enrôlement des électeurs au plus tard juillet 2017, qui garde Kabila comme président de la République avec un gouvernement de transition dirigé par un opposant. Déjà, le Premier ministre est connu. Et donc, quand les rassemblements viennent avec sa feuille de route, il faut qu'ils disent si les élections n'auront pas lieu en avril 2018,
les compteurs sur quoi? Si l'enrôlement ne sera pas concluant au mois de juillet 2017, le compteur sur quoi? S'il ne faut pas mettre en place un gouvernement de transition, garder Kabila comme président de la République parce que l'article 70 les lui reconnaît avec l'arrêt de la Cour et qu'il faudra un premier ministre de l'opposition, le compteur sur quoi? C'est autour de ces débats, en principe, que devait ressortir les consensus dont a fait mention tout à l'heure Israël Moutala. Alors moi je constate que c'est difficile. Ce sont des points de vue vraiment inconciliables. Ce qui se passe n'a pas été la volonté de la majorité présidentielle dont l'autorité morale avait constaté déjà l'échec de la médiation. Deuxième chose, quand vous voyez les délégués du Rassemblement, Moubaké et consorts, vous savez le rôle que Moubaké a joué en 2006, c'est à cause de Moubaké que Tshisekedi n'est pas venu aux élections en 2006. Quand il est rentré pour dire Tshisekedi, non, c'est histoire. Et Tshisekedi a dit, nous ne participons pas à ces élections, c'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, non seulement c'est l'homme phare qu'on a, qui est au centre du César, mais c'est même dans le gouvernement alternatif que l'UDPS vient de proposer. C'est lui qui chapeaute. Donc vous comprenez déjà que les choses, à mon avis, sont en train de se cuisiner dans le sens d'aboutir à une impasse. Et l'impasse aujourd'hui est remarquable quand vous suivez les discours du Rassemblement, alors qu'il est en pourparlers avec la majorité. On ne pouvait pas écouter les discours du genre le 19 décembre, tout va s'arrêter, le 19 décembre, Kabila doit démissionner. Est-ce qu'ils le disent officiellement? C'est une problématique qui devait être débattue en réalité dans la salle. On ne pouvait pas ressortir, parce qu'on est déjà en train de dialoguer, de discuter, sortir encore en dehors pour dire au peuple, voilà les 19, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'en même temps, on veut le beurre et l'argent du beurre. On souffle le chaud et le froid. Ça veut dire, là, on discute, mais on veut garder sa crédibilité à l'opinion pour ne pas dire tromper un peu la vigilance de l'opinion. Voilà pourquoi moi, je dis que Joseph Kabila, quand Israël parle de l'humilité, il a déjà été humble, Joseph Kabila. Vous savez les temps que ça a pris pour que, enfin, le rassemblement arrive, que Tshisekedi accepte d'approcher les délégués de Kabila. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec la Senko, ce n'est pas un dialogue, ce sont des assises informelles. Parce qu'il n'y a aucun soubassement juridique qui reconnaît, qui consacre ces assises. Le dialogue de l'Union africaine, au moins il y avait une ordonnance qui faisait référence aux résolutions des instruments des Nations Unies, mais c'est pour parler qui l'a convoqué. Est-ce que la Senko a le pouvoir de régner la classe politique quand on sait que la RDC n'est pas un État, c'est un État laïque, c'est pas catholique. Donc, si il revenait aux religieux de faire la médiation, il fallait associer les protestants, il fallait associer les musulmans, il fallait associer tout le monde. Parce que après, c'est pour parler, les musulmans peuvent revenir pour dire, nous aussi nous réunissons la classe politique. Les protestants également, l'église des réveils également. Qu'est-ce va dire à ce moment? Nous allons rebondir. Est-ce qu'il y a-t-il un soubassement juridique par rapport à ce dialogue, à ce deuxième dialogue? Est-ce que c'est une rencontre informelle? Est-ce que c'est la poursuite du premier dialogue? On ne sait plus très bien qui a, comme John l'a dit, qui a ordonné, qui a voulu qu'il y ait ce deuxième dialogue. Ça ressemble aujourd'hui à un méli-mélo, cette histoire. Non, ça veut dire qu'on peut même se rappeler, le soubassement juridique, il est là. Le soubassement juridique, il est là. Ça veut dire que la résolution 2277 qui appelait à un plus large consensus. C'est ça le soubassement du deuxième dialogue. On est encore là. On est dans ce cadre-là. Okay. On est dans ce cadre-là de la recherche du plus large consensus. Mais John a dit beaucoup de choses très sensées. Très sensées, donc il a fait une analyse assez sensée sur beaucoup de points, assez objective. Mais sur la question d'abord de la Senko, non, la Senko a une certaine crédibilité, a une certaine hauteur. La Senko est la seule instance qui a une certaine, de la société civile, des confessions religieuses, qui a une certaine indépendance par rapport au pouvoir. Les protestants sont inféodés au pouvoir. C'est pas un secret. Les musulmans, en tout cas au niveau de leur représentation, inféodés au pouvoir. L'église de réveil, inféodée au pouvoir. Les orthodoxes, inféodés au pouvoir. Je crois l'autre, les kimaguistes, inféodés au pouvoir. Et donc, il faudrait que nous ayons le courage de dire ces choses à l'opinion. Et vous verrez systématiquement que ces 5 sous-composantes... Mais ils ont participé au premier dialogue, d'ailleurs, ces composantes. Mais d'abord, vous verrez d'abord que ces sous-composantes s'alignent systématiquement sur l'opposition du pouvoir. Ce n'est pas un hasard.
ces composantes confessionnelles se sont liguées avec le pouvoir contre l'Église catholique. Et donc, de manière systématique, on sait au moins. Alors, mais l'Église catholique, pourquoi est-ce qu'on la respecte? Parce qu'elle sait dire non quand il faut dire non. L'Église catholique a le courage au moins même d'être en désaccord avec le rassemblement, d'être en désaccord avec le pouvoir. Elle a une certaine neutralité et c'est ça qui lui confère un prestige dans la société. Et sa force de frappe en termes de réseau social, en termes de connexion dans le pays, de connexion, en termes de fidèles est de loin supérieure aux autres. Et donc, par rapport à ça, elle joue un rôle important. Et moi, je dirais, même ici c'est vrai, qu'est-ce que j'attends? Fondamentalement, l'accord du 18 octobre, je l'ai dit, il n'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire que même l'accord qui pourrait sortir de la SENCO, des négociations directes, ça ne sera pas, comment dirais-je, il n'y aura pas de différence de nature. Ça sera un accord de même nature. Mais il y aura une différence de degré. Ça veut dire qu'on irait encore un peu, peut-être plus loin dans le partage de responsabilité, parce que ceux qui viennent, ils ont un poids politique supérieur à ceux qui étaient là. Il y aura encore quoi? Il y aura aussi, sur le plan, en termes de décrispation, ils obtiendraient plus que ce que n'ont obtenu ceux qui étaient là, en termes de libération des prisonniers politiques, en termes d'ouverture de médias fermés, en termes d'arrêt de poursuite. Donc sur le plan des mesures de décrispation, ils iraient encore plus loin que ce que n'ont obtenu. En termes de calendrier électoral notamment, ceux du rassemblement veulent que, au lieu de 2018, début 2018, que ça soit au plus tard en 2017 qu'il y ait des élections. Et là, il y a des modalités techniques pour arriver à ce cas de figure, comme le veut aussi le MLC. Le MLC veut d'ailleurs que ça soit même au plus tard en avril 2017. Et donc, pour qu'il y ait ce cas de figure, il faut peut-être laisser tomber les élections provinciales et de garder que la présidentielle et législative. Donc, il y a des discussions techniques. Mais tout ça, ça va se discuter. Et je suis d'accord avec John. C'est-à-dire que donnons une chance aux négociations. Et même les évêques l'ont dit, arrêtez les déclarations incendiaires. Donc, prenons acte. C'est ça le rôle du journaliste. Doit-on nous relayer ces déclarations ou doit-on nous faire fi de ces déclarations? Puisque quand, par exemple, Moubaké sort, je donne un exemple comme ça, il sort, il dit le 19 décembre, il y aura hécatombe, mais il est dans la salle. Qu'est-ce que nous, journalistes, devons nous faire? Taire ces déclarations ou le faire passer? C'est ça aussi le problème, parce que nous sommes le relais entre la population et ces politiques. Ça veut dire que le problème, c'est qu'il y a le problème d'éthique. Il faut absolument éviter de tomber dans l'incitation à la violence. Donc c'est à nous maintenant de voir que est-ce que telle déclaration est une incitation à la violence. C'est très complexe. Hein, parce qu'en même temps, il y a des soubassements juridiques. Vous savez, tout est une question d'interprétation. Est-ce que nous sommes dans un cas de figure où le pouvoir a été confisqué ou exercé, n'est-ce pas, en violation de la Constitution? Parce qu'on demande donc, le droit de se révolter, c'est un droit constitutionnel. On dit que les gens qui exercent, pas qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution, nous avons le devoir de nous rebeller, de nous révolter. C'est constitutionnel. Mais par rapport à ça, comment est-ce qu'on interprète la situation de après 2019? Nous sommes dans un cas de figure d'exercice du pouvoir après les 19. Après les 19. Kabila est dans l'illégitimité aujourd'hui. Tout à fait légal aujourd'hui. La question de sa légalité, la question de sa légitimité se pose après les 19. Mais voilà pourquoi il faudrait que nous ayons, moi franchement, je le dis, je le répète, écoutez, moi je ne vois pas une transition sans Kabila. Moi je vous dis et je le répète, il faudrait, pour changer Kabila, il faudrait un président élu. La faute, elle est ailleurs. On a bloqué le système électoral, d'accord, c'est une faute politique, une faute morale, comme vous voulez, mais il y a des mécanismes pour le mettre en accusation, la haute trahison et tout ça. Mais si on ne le fait pas, il demeure président. Ça, Joël Cadet, revenons au gouvernement. Aujourd'hui, qui gouverne la RDC? Batata continue à gouverner. Quel est le rôle de Sami Badibanga? Peut-il sauter après ces accords? On ne sait plus très bien. C'est qui gouverne en RDC? Non, c'est par rapport au gouvernement. Un imbroglio total, madame. C'est un imbroglio parce que... Ça fait déjà plus de 2 semaines, non? Plus de 3 semaines. 3 semaines déjà qu'on l'a nommé. Donc, c'est trop, même ailleurs, 3 semaines. C'est vrai qu'on nous dira la Belgique a fait sans gouvernement, plus d'1 année sans gouvernement, mais c'est la RDC. Non, madame, si je vous disais que c'est un imbroglio, vous avez vu en France, le Premier ministre a démissionné, je pense, vers 9 h. À 10 h, il a déposé sa démission à 9 h. À 10 h, un nouveau Premier ministre a été nommé.
réaménagement du gouvernement et investiture le lendemain. Donc c'est là où il y a le respect des institutions. Chez nous, il n'y a plus ça, il n'y a plus le respect des institutions. Et c'est là que ça peut vous prendre. Vous êtes dans un état où le Premier ministre a été nommé. La moindre chose, demain déjà, je crois, ça sera le 15, son gouvernement sera investi par qui? Et pendant ce temps, le Parlement part en vacances. Le Parlement va partir en vacances. Oui. Normalement, constitutionnellement. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une confusion la plus confuse. Même les ministres qui sont sortis et qui sont des missionnaires continuent à prendre les actes, continuent à engager l'État. Comme la suspension de la Linafoot. Je vous dis que nous sommes dans un imbroglio total. Mais si je pouvais revenir dans 30 secondes aux négociations. J'ai dit au départ que Joseph Kabila de 2001, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Vous avez vu que depuis 2006, lorsqu'il se frotte dans les négociations avec un opposant, c'est pour le démystifier, c'est pour le craser, c'est pour le démolir. Je peux vous donner, que ce soit Gizenga, Bemba, ou tous ceux qui ont travaillé avec Gizenga et Bemba, lorsque Joseph Kabila les approche, c'est pour les démolir complètement. Ils n'ont plus de discours aujourd'hui. Vous voulez dire aujourd'hui que Vital Kamerhe n'a plus au combat? Non, Vital Kamerhe, Sami Badibanga. Non, écoutez, il faudrait qu'il trouve peut-être une autre manière de rebondir, mais sinon, au regard de la manière dont il lui a été frotté la farine, dont il a été roulé dans la farine, je ne vois pas comment il peut se tenir debout. Je ne vois pas encore un discours qu'il peut avoir. Alors c'est tout ce que je crains d'ailleurs avec Tshisekedi. Et je crains que ça puisse être ça, l'effort encore de la majorité présidentielle que cherche à l'approcher pour aussi, vous lui avez souhaité un bel anniversaire, qu'il fasse 100 ans. J'ai peur qu'en l'approchant également, qu'il soit déviergé. Parce qu'il n'y a personne, aucun politique qui a approché le camp de la majorité, après négociation bien sûr, qui a gardé sa virginité. Donc tous ceux qui se sont approchés du pouvoir, que ce soit Zanga Mobutu, ils ont été tous déviergés, ils n'ont plus de discours. Voilà ce que c'est. Nous allons pas pour gagner la suspension de la Linafoot. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui... Où doivent s'arrêter aujourd'hui les décisions des ministres. Nous avons suivi Denis Kambaï, plus de matchs de foot. D'ici là, je crois qu'Aleb Olikango, qui est expert en foot, va nous donner quelques précisions. Suspension de la foot, pourquoi on suspend les matchs? Et pourtant, je crois que c'est important quand même le foot dans un pays, le sport dans un pays. Quelles sont les raisons? Moi, je crois que c'est une mesure qui ne va pas favoriser l'émergence du football. Vous savez, avec l'arrivée... Il a donné des raisons, expliquez un peu à ce peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a suspendu? Il s'est référé aux événements ou aux faits marquants les rencontres sportives au niveau des salles de martyrs avec la Linafoot. Bon, je peux dire que Denis Kambaï a raison parce que moi-même, j'ai été les dimanches ici au stade de la rencontre Renaissance et DCMP. Déjà sur le boulevard Triomphal, il y avait... un affrontement entre les sportifs de deux côtés, c'était pratiquement ce qu'on appelle de Koulouna. Et vous avez constaté aussi qu'on a pris l'habitude, à chaque fois qu'il y a un match au stade... Mais on sanctionne les clubs, normalement, on sanctionne les clubs. On barre, en fait, comment je sais pas, j'ai pas le mot technique, mais on essaie un peu de dévier la circulation pour des raisons de sécurité. Et donc, je crois qu'en tant que criminologue, je sais comprendre le souci du ministre parce que ça répond à un besoin. C'est par rapport à la date du 19. C'est par rapport à la date du 19. Mais oui, mais on n'est pas si bête quand on dévie la circulation les dimanches passés comme dans le passé aussi, c'était pas par rapport à la date du 19. C'était pour de besoins sécuritaires. Là, je peux comprendre le ministre en tant que criminologue. Mais s'il faut parler en tant que sportif, je peux pas laisser passer une telle mesure parce que j'aimerais encore aller assister, surtout pour ces dimanches, voir comment DCMP vite avant s'affronter et comment... Mais il n'y aura pas match ce dimanche alors, vu la mesure. C'est ce que je crois que humainement je suis touché, mais il faut aller au-delà de nos sentiments sportifs. C'est vrai, ça nous détend, ça nous aide un peu à promouvoir la promotion du sport, c'est vrai, mais la sécurité compte. Ah, la sécurité en tout cas, pour John, la sécurité, c'est au-dessus de tout. Il y a toujours le troisième larron qui peut surprendre, qui peut profiter de telles circonstances, parce que moi, je vous dis, j'ai vécu ce qui s'est passé. Poser la question aux Congolais, aux Quinois, qui habitent le long du stade de Martyrs,
qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des matchs de derby qui noient et qu'on sort, ils vont vous répondre, je crois qu'ils pourront comprendre le ministre. Mais je voulais, si vous m'accordez 10 secondes, je voulais dire à mon ami Joël Cadet qu'il n'y a pas d'imbroglio, il n'y a pas de confusion, il y a un problème. Et il ne faut pas faire de confusion parce que vous comparez le Congo à la France. Le contexte n'est pas le même. Vous savez que le gouvernement qu'on doit mettre en place, ce gouvernement doit être composé pas seulement de gens qui seront issus de la majorité. On va faire une sorte de mélange où il y aura la société civile, où il y aura l'opposition. Mais les gens sont là et on va les chercher. Dans ce mélange-là, il faut qu'on dépose des listes. Et donc, ce n'est pas un travail facile. Et surtout que la personne qui est censée présider ou gérer la primature doit provenir de l'opposition. Salih peut sauter. Il peut sauter. Vous avez évoqué les temps que ça prie. C'est probable. Il peut sauter. Il est le fruit d'un consensus. Donc, et aujourd'hui, que le consensus s'est poursuivi dans le cadre de l'article 24 de l'accord qui a voulu cette ouverture avec les rassemblements. Et aussi longtemps que on sait que Samy est issu des lits de peste, donc du rassemblement, qui ne lui reconnaît plus. S'il faudrait que le rassemblement accepte de gérer la primature, il ne va pas accepter qu'un mouton ou une personne non reconnue par lui puisse gérer la primature. Là, automatiquement, Samy va sauter. Israël Montala, par rapport à la Lina Foot, c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, les amoureux du football, en tout cas, se plaignent. Qu'est-ce qui se passe? Mais Denis Kambaye a donné ses raisons, question sécuritaire, on doit stopper. Mais normalement, dans un pays normal, permettez l'expression, on sanctionne les clubs. Quand les supporters font des casses, ce sont les clubs qui payent, n'est-ce pas, Alain Bodikango? Je crois que c'est comme ça. Si aujourd'hui en France, il y a casse entre une équipe, par exemple, de Paris Saint-Germain et des derbies Paris Saint-Germain et Marseille, ben c'est le club qui paye. Ils n'ont qu'à faire payer Vita ou Imana ou Renaissance. Je regrette, je n'ai pas l'expertise sur ce dossier de mon ami Thierry Kamboundou. Et donc, et ce sujet, je ne l'ai pas creusé, je n'ai pas lu. Je ne connais pas très bien les règlements en matière de... Je ne connais pas très bien le pouvoir du ministre en ce domaine. Est-ce qu'il va à l'encontre de la FECOFA? C'est ça le problème. Je ne connais pas très bien qui a le droit de faire quoi que ce soit. Mais je sais que de manière générale, pour des raisons d'ordre public, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Sport peuvent prendre des mesures extrêmes. Mais sur cette question, il a donné 4 raisons. Je vous en prie. Excès de violence. Non, quand il y a des derbies. Oui, quand il y a des derbies. Excès de violence. Il a parlé de dégâts causés aux installations sportives. Du stade. Casse des chaises, des gradins et tout ça. Il a donné aussi comme raison mauvaise répartition des recettes de match. La clé n'est pas respectée. Bon, là, j'attends aussi qu'il puisse poursuivre les gens pour les tournements. Il a donné quoi aussi voilà à peu près ce qu'il a dit. Franchement, moi j'ai été au stade la dernière fois, je crois en 2001. Je n'ai plus jamais remis les pieds au stade. Parce que j'adore le football. Le week-end, chez moi, c'est le football. Donc, à la télé. Je suis le championnat anglais. Donc je suis fan de foot espagnol, je suis barcelonais. Donc moi le foot, j'adore le foot. Donc voilà, j'aime le foot. Mais ici, je pense qu'il y a des motivations politiques qui vont derrière. Le 18, il y a aussi des... Je crois, il y a des motivations politiques. Parce que les 18, vous imaginez un peu qu'il n'y a pas accord au centre interdiocésain sur la migration. Il n'y a pas accord. S'il n'y a pas accord, le 14 ou le 15, c'est qu'il fait son discours où il dit, voilà, prenez-vous en charge, je ne sais pas moi, il lance un message. Et le dimanche... Ça veut dire ce qu'il va dire. Le dimanche, vous avez un grand match. Parce que c'est le titre de la Foot qui est en jeu. Parce que si DCMP bat V-Club, je crois qu'il sera champion de la Foot. Donc c'est un match à grand enjeu. Il y aura foule, forcément. Et vous avez maintenant là-bas, il y a des faits de DCMP ou des faits de Vita, ça dégénère. Et cette foule là-bas... Ça peut engendrer l'indépendance comme on l'a eu en 59, voilà c'est ça la crainte. Kambaye a vu tout ça. Il a réfléchi au-delà. Lui ont dit, voilà, ils ont vu, ils ne sont pas cons. Ils ont dit non, le mieux, la prudence, c'est de suspendre. Donc pour moi, c'est qu'il a avancé, c'est vrai. La violence, c'est un fait réel, je la déplore. Mais les motivations politiques derrière sont tout aussi réelles. Mais on ne peut pas sanctionner les clubs. Ça, ce sont les clubs qui payent. On ne peut pas faire ces matchs-là à huis clos, mais c'est leur job, les footballeurs, aujourd'hui. Vous le mettez au chômage, à guichet fermé ou à huis clos, comme on dit, je ne sais pas comment on appelle ça, mais sans supporters. On peut faire les matchs sans supporters. Le problème, sur le plan politique, au regard de la date du 19, le ministre a été anticipatif. Tout s'arrête le 19, j'ai l'impression. Non, il a été anticipatif, il a voulu, parce qu'ici, il y avait
Imana Vita, à Lubumbashi, il y avait Lupopo Mazembe. Je connais la ville. Mais cette mesure, c'est seulement pour Kinshasa ou c'est pour non, c'est sur toute l'étendue de la RDC. Ah, sur toute l'étendue. Donc à Bukavu, donc vous savez, ce sont les 3 villes les plus rouges en ce qui concerne l'opposition aujourd'hui. Donc il était normal que la décision soit prise. Mais là où il y a confusion, où il y a encore imbroglio, c'est lorsque le ministre, le gouvernement s'ingère dans la gestion du football. C'est réservé à la FECOFA? Ça réservé à la FECOFA. Le ministre aurait mieux fait de recommander cette suspension-là au niveau de la FECOFA. C'est à la FECOFA qui devait suspendre pratiquement la Linafoot. Je vous le dis, si vous ne le savez pas, ça peut nous coûter même une suspension au niveau de la FIFA. C'est déjà arrivé au Cameroun, c'est déjà arrivé au Togo, où le gouvernement ne peut pas se gérer. C'est une... Non, John, écoutez, vous défendez les thèses du gouvernement. Je vous encourage. Non, je vous encourage. Parce que l'imbroglio dont je parle, il est réel. Je suis politologue de formation. On ne peut pas nommer un premier ministre faire plus de 3 semaines sans être entré en fonction. C'est une confusion la plus grave. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un premier ministre nommé normalement par le chef de l'État, qui est de droit, et nous avons un autre premier ministre de fait qui assure les affaires courantes, aujourd'hui qui engage le gouvernement. Nous avons la session qui vient de se passer, c'est une session essentiellement budgétaire. Le budget a été déposé, il n'a pas été discuté. Donc voilà un peu de quelle confusion nous sommes. C'est comme s'il y a absence d'État. Et vous allez voir les choses qui se sont passées pendant le petit moment ici. Donc on risque de nous suspendre dans les instances internationales. Non, le plus grave, c'est là que nous tendons. Il suffit que cette information ici tombe mal dans les oreilles, qu'un rapport soit fait. Vous l'avez dit, les mesures pouvaient être prises, que les joueurs, ce sont des professionnels, c'est là leur travail. On pouvait décider que les matchs se jouent à guichet fermé. Et par exemple, le dimanche, c'est-à-dire Lupopo rencontre Mazembe, il n'y a pas de supporters, nous appelons tous même à travers. Et nous regardons tous à la maison. Donc ça pouvait se faire comme ça. Et que ce soit la question liée à une non-répartition de recettes liées au match. En tout cas, ça n'a rien à voir. Quelle soit la question liée à la violence, en tout cas la violence, il appartient à la police d'identifier. Il n'y a pas un seul pays au monde où le football se joue sans violence. J'ai appris d'ailleurs quand il y avait mon ami de Barcelone et Real Madrid, on a tué un supporter. Donc ça se passe comme ça partout. Il appartient au gouvernement, il appartient au pouvoir de prendre les mesures pour identifier le fauteur de troubles, les mettre hors d'état de nuire et poursuivre la chose. Mais au moins, on peut soutenir cette décision-là, mais il fallait vraiment la meubler, il fallait l'habiller de telle sorte que ça ne puisse pas nous causer du tort par rapport à la FECO. Mais là, il y a un problème d'immixtion du gouvernement dans les affaires. Nous allons terminer par le propos de Deme Kodjo. Ça fait un tollé. D'ailleurs, TV5 en a consacré en tout cas, une grande partie de son journal de ces derniers jours. C'est l'image de la RDC. Aujourd'hui, Deme Kodjo a dit beaucoup de choses. Vous l'avez dit, John Mungila. Il a dit que nous avons des politiques intelligents mais toxiques, qui n'a jamais été corrompu par Joseph Kabila, et M. Etienne Tshisekedi qui lui a mis les bâtons dans les roues et que s'il le cherche, il va le trouver. Donc, est-ce qu'un facilitateur qui a été vraiment presque dans le secret des dieux peut-il tenir des propos pareils? C'est la question à vous tous pour qu'on puisse conclure cette émission. Premièrement, je ne vais pas revenir. Je dis que nous avons eu tort de dire qu'on nous amène la facilitation internationale. Nous avons eu tort. Et c'est un péché pour nous d'avoir Kodjo comme facilitateur, parce que l'homme n'était pas à la hauteur de la tâche de mission. Mais il a quand même tenu ce premier dialogue. Il y a eu l'accord du 18 octobre. Il n'a pas pu. Preuve que tu sais qu'il a juste lâché un mot, et voilà, l'homme s'est perdu, il a raconté des choses à gauche et à droite, ce qui n'est pas souhaitable. Et je termine aussi pour dire que soit demander seulement aux États-Unis ou à l'Union européenne de sanctionner Denis Kamba, et là tu seras satisfait. Parce que quand tu parles de la FIFA, quand tu évoques des choses, il ne s'ingère pas dans le football. Il ne dit pas, il définit. Nous avons déjà dépassé ce stade-là. Celui qui va sanctionner, ça sera la FIFA. C'est sera sanctionné. S'il vous plaît. Vous ne maîtrisez pas le règlement de la FIFA. Malheureusement, vous êtes dans la confusion vous-même. Malheureusement. Par rapport au propos de Deme Kodjo, est-ce que ça salit l'image ou a-t-il réellement dit la vérité? Est-ce qu'un facilitateur pouvait dire cela ou il devait se taire? Il a fait son job, il devait se taire.
Non, mais moi, ça me régale. Oh. À chaque fois que quelqu'un prend la parole pour nous décrire, ça me plaît. Parce que c'est la vérité. Comment est-ce qu'on nous voit? Comment est-ce que nous sommes perçus? Ça m'intéresse le regard de l'autre. De l'autre. Parce que parfois, on se croit trop beau. Je vois les Congolais qui sont très fiers. Mais vous êtes fiers de quoi? À quoi vous tenez la fierté? Je suis fier d'être Congolais. C'est quoi votre fierté? Mourir de faim, de maladie, vivre comme des bêtes? Non. Quel est notre idéal comme pays? On parle d'ingérence et tout ça. Mais voilà, quand est-ce que nous serons réellement souverains? Parce que je crois en la dignité et à la grandeur de ce pays. Et ça passe par quoi? En respectant le Congolais, en respectant nos textes. Et donc moi je pense que si on n'avait pas de crise politique artificielle créée par la majorité présidentielle, il n'y aurait pas eu Kodjo. On ne l'aurait même pas exigé une médiation internationale. Non, on est là parce que nous sommes dans une crise politique créée avec le blocage du processus électoral pour raison de conservation du pouvoir. Voilà le problème. Alors dépassons ces questions triviales, dépassons ces questions de conservation du pouvoir coûte que coûte. On n'aurait pas Kodjo. Dépassons Perello, dépassons l'Union européenne, dépassons les États-Unis, mais pour cela, il faut que nous soyons matures. Et là, je ne vois pas des hommes politiques matures dans ce pays. Il y en a très peu. Et donc, le Congo est malade de sa classe politique. Cette classe politique, elle est nauséabonde, elle est toxique à plusieurs égards. Mais je reconnais que dans la majorité comme dans l'opposition, il y a des personnalités qui ont une haute idée de l'État et qui ont une vision de bonheur et de paix. Pas une vision apocalyptique qu'on nous propose aujourd'hui. Comme je vais cader pour conclure les propos d'Edem Kodjo, c'est ça vraiment, c'est que nous sommes réellement, parce que deux fois, comme l'a dit, c'est vrai, j'ai bien aimé les propos d'Israël Moutala, on ne sait pas pour les plus beaux, les plus intelligents, les plus forts, les plus riches. C'est comme ça qu'on nous perçoit de l'extérieur, des gens intelligents, mais pas très sages, très toxiques, corruptibles. Nous sommes facilement achetables. Les cours de négociation en troisième graduat relations internationales fixent donnent un profil pour un médiateur. Un médiateur, je viens chez vous, en tout cas, vous n'avez pas totalement confiance en moi, je relève les contradictions qui sont chez vous, je relève celles qui sont chez Israël, je les garde pour moi, c'est dans mon secret à moi, j'essaie de vous réunir sur vos convergences. Et dans vos convergences, j'essaie de baliser la voie pour vous permettre de parler. Mais là, vous sentez... Il a trahi des secrets, c'est ça? Il a parlé comme homme, il s'est senti blessé en tant qu'humain, peut-être? Ce n'est pas fini complètement, parce qu'il y a l'ouverture de l'accord, de l'article 24... Oui, l'article 24 de l'accord, qui permettait que l'on puisse encore amener les autres à venir dans l'accord. Et c'est lui, parce que la mise en place du comité de suivi. Mais là, vous sentez un homme animé par la haine, par l'esprit revanchard. Donc, vous sentez, en tout cas, c'est tout, sauf la diplomatie. C'est encore le bienvenu pour non, et puis c'est tout. Donc là, il n'a fait que la défense d'un camp. Et il a répondu quand vous le sentez. Et même s'il dit qu'il n'a pas été corrompu, mais la manière dont il a parlé, vous sentez que c'est quelqu'un de corrompu jusqu'au cou. Donc, mais un diplomate ne peut pas faire ça. Moi j'ai la honte. J'ai la honte vraiment du Togo et j'ai la honte du Togolais. On peut nous traiter de tout, comme mon confrère a dit qu'on nous voit mal, mais quand je regarde le Togo et quand je regarde son profil, son parcours politique, mais j'ai honte de tous les Togolais, de la manière dont un diplomate, c'est lui qui a été secrétaire général de... Il faut voir notre feu Kamanda ici, qui a été un des adjoints des secrétaires généraux. Mais c'est la fierté. À certains égards, Israël a dit, nous nous sommes nous-mêmes permis que de tels petits États, sans histoire, viennent se moquer de nous. Et il faut voir même avec ce qui s'est passé sur TV5, avec l'affaire Ramazani. Donc, notre gouvernement est en train de nous vendre à moins cher et une très mauvaise campagne sur la République démocratique du Congo. C'est le lobbying. Non, le lobbying dans un corps. Nous sommes à la fin. Parce qu'il a parlé de la corruption, madame. Le temps est terminé. En tant que facilitateur, on devait mettre à sa disposition un fonds pour ses déplacements. Non, c'est lui qui a répondu. C'est lui qui s'est défendu, qui n'a pas été... C'est lui qui a dit qu'il n'a pas été corrompu. Mais la manière dont il s'est parlé, vous le sentez quelqu'un de corrompu, les évêques. Nous sommes à la fin. Merci en tout cas à vous, mesdames et messieurs. Merci à Israël Moutala de 7sur7.cd. Cliquez sur ça et vous allez avoir
toutes les informations, en tout cas de la République démocratique du Congo. Et je crois que d'ailleurs une chaîne, bon, nous permettons de le citer, RFI, comme c'est déjà coupé, on peut le citer. Donc je crois que RFI relaye bien les informations de 7 sur 7 procédés. Donc c'est vraiment une page à suivre. Merci à Joël Calais d'Impact News. Lisez aussi Impact News. Vous aurez des très très bons scoops. Lui, en tout cas pour les scoops, bravo. Et nous allons terminer par John Lungila, Monsieur Table Ronde. Juste un mot. J'aimerais remercier aussi beaucoup à Congo Web. Féliciter la première chaîne d'information. Oh, voilà, oui, merci. Oui, non, c'est excellent. C'est objectif. Voilà, vraiment, le prix là était objectif. Voilà nos confrères vraiment qui nous remercient. Donc, merci. Bien avant RFI, j'aimerais dire remercier à Congo Web qui faisait déjà confiance à 7 sur 7, parce que nous sommes souvent cités dans la bande depuis de longues années. Et donc, je pense que le succès de 7 sur 7, je le dois aussi à Congo. À Congo Web Télévision. Merci à vous en tout cas. Un gros coucou à tous nos responsables, Gabriel Chabani, Gilbert Biladi, Dou Jésus Beledou et toute l'équipe technique en tout cas qui concourt à ce que vraiment nous faisions notre travail en tout cas dans les normes. Nous sommes la meilleure chaîne pour l'information et restez branchés sur Congo Web Télévision. Voilà la liberté de la presse. Nous l'exerçons effectivement à Congo Web Télévision et encore nos condoléances à notre famille journalistique. Je crois que Congo Web sera présent pour honorer Michel Adilouya. Rendez-vous pris la semaine prochaine pour un autre web.